Mes salutations chaleureuses à la résistance, ici Peter Moore. On va parler de politique et puis d'islamophobie, de propagande militaire, les médias de masse, c'est tout. Aujourd'hui, les partis politiques, au Québec comme ailleurs, sont élus avec une minorité de la population. Par exemple, 40% des gens ne votent pas. Ça, c'est typique, ça, environ. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Mais bon. Puis, un parti va récolter, par exemple, 20% des votes, et les autres se divisent le 40% des votes qui restent. Et le parti est élu avec seulement 20% des votes, et souvent moins. Dans un tel contexte, la crainte des politiciens dominants est de voir un groupe de plus de 20% des citoyens s'unir sous une même cause, parce que ça menacerait leurs chances d'élection. L'objectif devient donc, pour les partis dominants, de créer un débat qui divise, juste avant les élections, pour s'assurer une population divisée et une élection, même avec une minorité. Le PLQ et son chef, Jean Charest, ont ainsi provoqué une division à l'échelle nationale avec le débat de la hausse des frais de scolarité. On pourrait parler de Hollande avec le débat sur les mariages gays en Europe. Ça aussi, ça a divisé la population énormément, on le sait. Lorsque Jean Charest a lancé son débat, les autres partis n'ont pas attendu avant de le dénoncer publiquement. Ils accusaient Charest de diviser le peuple comme manipulation juste avant de lancer les élections. Charest niait. Il niait tout, évidemment. Le PLQ a tout nié. Mais nous allions connaître la vérité sous peu. Et quelques semaines plus tard, comme on l'avait prédit, Charest lançait les élections. Il venait de tout prouver nos doutes. La crise de la charte est utilisée de la même maudite manière, mais par le PQ à la place. C'est évident lorsqu'on voit l'importance qu'on attache à ce faux débat pendant la campagne électorale. Notre environnement, notre économie, notre structure sociale sont en sérieux péril. Et ça, c'est pas un faux débat. Mais ça pourrait rallier le peuple sur une cause commune, par exemple. Ça pourrait être dangereux. Alors les gens se chicanent avec le pour ou le contre la charte, le pour ou le contre le référendum. Ça divise. Ça fonctionne si bien que le parti gagnant sera élu avec une minorité, comme d'habitude. Et comme d'habitude, ce sera le PQ ou le PLQ. Les problèmes des frais de scolarité n'existaient pas avant le projet de lancer les élections. Ce fut un problème créé de toutes pièces. Divide and conquer. Tout comme la charte. La seule chose qui me réjouit est que l'éveil de masse des Québécois est de plus en plus évident. Le PLQ n'a pas été élu avec sa division provoquée. Et apparemment, le PQ non plus ne sera pas élu avec sa division charteuse. 2 échecs de manipulation consécutifs. Gloire à la résistance, chers Québécois. La manigance politique n'a pas fonctionné, mais les Québécois sont plus divisés que jamais, quand même. Ainsi, le PQ et le PLQ s'assurent de continuer à régner en alternance avec moins de 20% des votes. Coderre a été élu comme maire de Montréal avec 11% des votes. Quand on enlève ceux qui n'ont pas participé, ceux qui n'ont pas voté, avec 11% de la population montréalaise, il a gagné l'élection. C'est pour vous montrer que même avec une minorité, on gagne. Les Québécois les plus rusés, les mieux informés, refusent d'embarquer dans ces faux débats qui divisent et tentent plutôt de s'unir pour atteindre une majorité qui ne votera ni pour le PQ ni pour le PLQ. Les autres vont malheureusement entretenir la peur, la division et le chaos, inconsciemment, tout en évitant les débats sur nos véritables problèmes qui gangrènent réellement notre système, comme la corruption, les banques privées, l'immunité parlementaire, la fausse démocratie, l'environnement, etc. Maintenant, exposons la vérité sur l'Occident et l'Islam. Dans les conflits avec les pays musulmans, nous sommes toujours l'agresseur. Personne ne vient au Canada, aux États-Unis ou en Europe pour nous bombarder. C'est toujours nous qui sommes là-bas. C'est la preuve que nous sommes les agresseurs. Et quand leur pays et structure sociale est en ruine, à cause de nous, et que les crimes sont à la hausse et la violence aussi, à cause de nous, on blâme les habitants de cette nation-là. Et qui sont donc violents les gens dans ce pays-là, Regarde ça. Ça ne peut même pas capable de s'entendre. Quelle hypocrisie, quelle ignorance. Puis, on a l'arrogance de dire,
Vous êtes heureux d'être accueillis dans une nation de paix comme chez nous, hein? Comportez-vous donc bien. La paix? Paix pour qui? Certainement pas pour l'Afghanistan, l'Irak et la Libye, pour ne citer que ceux-là. On est un pays de paix chez nous, parce qu'on fait la guerre ailleurs. Wow, hein? Nous sommes complices de guerres, de conquêtes et de l'appauvrissement graduel par nos banques chez eux. La pauvreté est le pire crime contre l'humanité. Avec elle vient une forte hausse des crimes, violence, inégalité, violence conjugale, le marchandage de drogue, consommation aussi d'alcool et de drogue, tout ça. Nos banques occidentales sont les principales coupables de la pauvreté rampante dans le monde. On le sait. Tout l'argent qui manque dans le peuple pour se nourrir, il est stocké dans des paradis fiscaux pour des marchés boursiers et pour les banques. Ça nourrit pas beaucoup de monde là-bas, mais ça leur fait plaisir. Hein? Ils peuvent s'acheter des gros yachts. Tant pis pour le monde qui crève de faim. Je suis québécois. Je vis ici. Je partage le territoire avec des musulmans depuis ma naissance. Et je n'ai jamais eu de problème. Je ne connais personne qui en a eu non plus, là, personnellement, là. Et j'en connais du monde. J'en connais beaucoup. Je n'ai jamais eu de problème à la piscine. Puis je connais aucun Québécois, personnellement, qui peut me regarder dans les yeux puis me dire qu'un jour, il a été brimé de sa liberté par des musulmans au Québec. Aucun. Je sais que c'est déjà arrivé, comme l'anecdote de la cabane à sucre, là. Mais c'est des événements tellement isolés que moi, dans tout le monde que je connais, dans toute ma vie au Québec, je ne connais personne personnellement. Quand on regarde les nouvelles, on a l'impression que c'est quotidien que des musulmans viennent brimer la liberté des pauvres Québécois. Et c'est si vrai que lorsqu'on mentionne ce fait dans un débat, la réponse des islamophobes est souvent « OK, on n'a pas encore de problème, mais il faudrait pas attendre qu'il en arrive. » C'est ça, c'est hypocrite. C'est la preuve que le problème n'existe pas encore. Seule la peur existe. Merci aux politiciens et aux médias de masse. Hein? La peur, hein? La religion s'en occupait avant. Aujourd'hui, c'est les politiciens et les médias de masse qui s'occupent de nous faire peur. Hein? Faire peur avec des référendums, faire peur avec des chartes. Hein? Les méchants musulmans. J'ai remarqué que les musulmans sont devenus un problème au Canada le lendemain du 11 septembre. Pensez-vous que c'est une coïncidence? C'est une question rhétorique, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je sais bien que vous êtes plus rusé que ça. Là. À l'époque, le sondage DG Marketing affichait que 71% des Québécois étaient contre l'occupation en Afghanistan. Il fallait changer ça. Ça marche pas, là. De toute évidence, le peuple québécois n'allait pas soutenir le bombardement d'un pays sans défense, femmes et enfants d'abord, pour venger les États-Unis, qui méritent entièrement la haine qu'ils subissent mondialement. Alors la propagande a fait usage de mensonges grossiers, tels que le Canada n'occupe pas l'Afghanistan pour venger les États-Unis, mais pour aider la condition de la femme. Mais il y a des gens qui croient ça. Oui, ça faisait des décennies que la condition de la femme y était moins que belle. Mais nous avons décidé d'intervenir le lendemain du 11 septembre 2001, par pure coïncidence. Entre-temps, les autorités et les médias avaient essayé aussi de nous faire croire que nous étions là-bas pour instaurer la démocratie et la liberté. Mais les gens y ont pas cru, sauf quelques soldats puis quelques naïfs. Le besoin urgent d'aider la structure politique afghane est survenu le lendemain du 11 septembre. Peu après, Harper est élu. Tout le monde pointait la ressemblance avec George Bush. Ses discours étaient parfois une copie presque conforme d'un discours de George Bush quelques jours plus tôt. Il terminait même avec « God bless America, Canada ». Il est impératif de motiver le peuple à soutenir l'occupation illégale. La campagne de déshumanisation des musulmans a commencé. Nous partageons le Québec avec des musulmans depuis des décennies sans problème. Je vous le jure, je vivais ici. Je suis certain que des musulmans devaient mal se comporter parfois, comme n'importe quel être humain. Certains ont peut-être essayé de convertir des gens, ou peut-être tenté de justifier le port du voile, mais ce sont des cas isolés. Puis ils n'étaient jamais gonflés hors de proportion. Puis surtout, on n'en parlait pas dans les médias de masse. On a des nouvelles plus importantes que ça, là. Un cas isolé, là, voyons. Mais dès le 11 septembre, le pivot était mis en œuvre. Les musulmans qui vivaient déjà au Québec avant peuvent le confirmer. J'ai vu un témoignage d'ailleurs dans la Charte de la distraction, un documentaire amateur qui a été fait très bien, qui est en fait très professionnel. Et puis oui, on voit justement un musulman qui va au Québec. J'étais content parce qu'il dit la même chose que moi. Lui aussi, il a vu le avant et le après 2001.
Aux États-Unis, la part des musulmans était déjà répandue. Nous connaissons tous les documents officiels de la CIA qui s'assurent de garder la population dans l'ignorance des autres cultures. Le système d'éducation qui est soumis aux recommandations de la CIA de la Maison-Blanche. Résultat, encore aujourd'hui, des jeunes de 5e secondaire ne sont même pas capables de localiser le Canada sur une carte du monde. Ils connaissent les 52 États par cœur, par exemple. C'est du nombrilisme, du patriotisme abrutissant. Ainsi, la xénophobie aux États-Unis battait déjà son plein. La campagne de propagande haineuse face à l'islam était par contre nécessaire au Canada. Elle fut si efficace que je suis obligé de tenter de déprogrammer la masse avec des vidéos, des articles depuis 2009. Toute une tâche, je vous jure, hein? Ouf! Je veux dire, comme Einstein disait, il est encore plus difficile de briser un préjugé humain que de briser un atome. Je ne blâme pas les sceptiques. D'un côté, ils ont Peter Moore, puis de l'autre, toute une gamme d'experts, tous les médias de masse, les politiciens, l'armée. Évidemment, comme ces figures d'autorité ont plus de crédibilité que moi aux yeux de la masse, on opte pour leur point de vue. On a constaté toute la crédibilité de ces gens lorsque nous avons découvert tout l'arsenal d'armes de destruction massive que Saddam Hussein cachait en Irak. Du même coup, les fous comme moi qui prétendaient que ces armes n'existaient pas étaient discrédités, hein? Non, on s'est arrangé pour oublier ce chapitre-là au plus vite. Malheureusement, les gens réaliseront probablement qu'ils ont été manipulés contre les musulmans au Québec une fois que les guerres au Moyen-Orient seront terminées. Tout comme ils ont réalisé qu'il n'y avait pas de menace en Irak seulement une fois que les bombardements intensifs étaient terminés, le fameux shock and awe. Nous savons aujourd'hui que la Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée sur un false flag à la frontière de la Pologne. Station de radio, là. Nous savons que l'incident du golfe de Tonkin qui a déclancé la guerre du Vietnam était aussi un false flag. Les documents sont désarchivés aujourd'hui. On sait, c'est connu. Nous savons que l'incident du USS Maine pour déclencher la guerre avec l'Espagne était aussi un false flag. Nous savons aussi que le naufrage du Lituania n'était pas qu'un acte barbare nazi contre des civils. Le bateau transportait des munitions. Les méchants étaient nos dirigeants pour y mettre des civils, femmes et enfants inclus, sans leur dire qu'on transportait des munitions. Mais la propagande de l'époque a bien fait de démoniser les nazis puis exonérer nos dirigeants. Il faut voir l'autruche pour ne pas reconnaître que les mensonges et les manipulations pullulent autour des guerres, non? Qu'est-ce que la propagande de guerre? Si on voulait faire des musulmans des ennemis pour conquérir leur nation et imposer notre système de banque centrale, voler leur pétrole et tout ça, comment la propagande se dessinerait-elle? Si à cette dernière question vous avez répondu, nous ferions exactement comme on l'a fait au Québec avec le port du voile, les piscines publiques, les cabanes à sucre. Félicitations, vous venez de comprendre. J'ai été témoin de cette ascension progressive de la déshumanisation des musulmans. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un père musulman donner de l'amour à son fils à la télé? Je regarde pas la TV, mais je suis certain qu'on vous montre pas ça. Parce qu'il faut les déshumaniser. C'est classique en temps de guerre. C'est rendu que lorsqu'on dit à un Québécois, même totalement dépolitisé, de dessiner un terroriste, il le dessine avec un turban. Lorsqu'il voit un homme avec un turban, il pense « terroriste ». C'est grave. Surtout parce qu'il n'y a jamais eu d'attentat terroriste musulman au Canada. Ou du moins, s'il y en a eu un que je suis pas au courant, là, il n'a fait aucun mort. Et nous savons tous que les plus grands terroristes du monde sont les gouvernements états-uniens, la CIA, anglais, des MI6, israéliens avec les Mossad, sans oublier leur joujou, Al-Qaïda. Quand on fait tout un débat de société autour du vote de femmes voilées pendant plus de 12 ans, les gens concluent que des femmes musulmanes ont fait la requête de voter voilées. C'est logique. C'est ce que j'avais déduit moi aussi. Merci à un journaliste d'enquête de la presse qui, en 2006, a révélé qu'il n'y avait que 13 femmes voilées au Québec. Je parle bien sûr du voile intégral, où on ne voit que les yeux, car c'est de ça qu'il s'agit, là. Hein, on parle pas là du foulard, mais qui laisse tout le visage à découvert, où on voit que le sourire de la femme, ça c'est pas ça une femme voilée, là. Ça ressemble plus à moi l'hiver avec ma tuque puis mon foulard. On parle de femmes voilées, voile intégral. Il y en avait seulement 13 femmes voilées au Québec en 2006. C'est pas moi qui le dis, là, c'est le journaliste de la presse. Première page du cahier culture, là, ça prenait toute la page.
Les nouvelles font très attention de ne pas parler de la différence entre la femme voilée intégrale puis le 98% des musulmanes qu'on a à Montréal, là, qui sont pas voilées. Il y a beaucoup de femmes à foulard, mais peu de femmes voilées. Le journaliste a visité chacune d'elles. 6 d'entre elles n'avaient jamais voté. Et les 7 autres assuraient qu'elles n'avaient jamais fait une telle requête. Le journaliste s'est donc rendu au Parlement où il a réalisé que la demande avait été déposée par 3 politiciens. Aucun n'est musulman. Voyez-vous la manigance politique ici? Les politiciens, en proposant ça, ils savaient que ça allait provoquer un débat public, que ça allait diviser. Ils savaient que ça allait encourager probablement, avec le temps bien sûr, avec tout le travail des médias, que tôt ou tard, le support, le soutien de l'occupation illégale dans le Moyen-Orient par les troupes canadiennes augmenterait. C'est ça le but. On aurait pu régler ça tout de suite. Pour 13 femmes, dont 6 qui votent pas, donc on faisait ça pour 7 femmes. On est 8 millions au Québec, là, pour 7 femmes. Christy, ça prend pas tête à Papineau, tu dis, ben non, ils n'ont pas le droit de voter voilé, c'est fini, hein. Dossier réglé, next. Voyons, non. Sinon, ben faites un référendum. Vous allez avoir 7 femmes qui vont voter oui, puis 8 millions qui vont voter non, mais pas le droit de voter voilé, ça va être fini là. C'est quoi le but de faire traîner ça pendant 12 ans? C'est de vous diviser, allumez donc vos chandelles. Voyons, non, il y a pas un être sensé sur la Terre qui est capable de me faire croire que ça prend 12 ans à régler ce problème-là. Mais non, on veut créer un clivage. On veut que, comme aux États-Unis, les gens craignent l'autre. Alors on laisse le débat traîner en longueur. De plus, les opportunistes se construisent un capital politique autour de la question. Vous avez sûrement vu, hein, avec Marois, là. C'est clair, là. Elle va chercher des votes avec son histoire de division. Puis en plus, elle empêche que le reste du peuple s'unissent sous une même cause, sont tous divisés puis ils chicanent. Oui ou non à la charte? Oui ou non à la charte? On s'en fout-tu de la charte? Non, on vote voilé, non à des polices en voile, faites la loi puis on n'en parle plus. Voyons donc. Bon, anyway. Puis on entend toutes sortes d'absurdités, là. C'est incroyable, là. Ils vont prendre contrôle de notre pays. Je vais devoir porter un voile. Mon enfant devra se conformer à la charia. La police sera voilée. N'importe quoi. Je me croirais dans un conte des 3 petits cochons pour enfants de Walt Disney, puis des adultes qui embarquent puis qui croient ça. Ça parle pas des petits cochons. Juste vous dire ça, là, réveiller un peu de monde. Là. Bon, anyway. Mais cette peur de l'autre est nécessaire pour faire la guerre aux pays pétroliers. Aux pays arabo-musulmans. On n'a volontairement jamais encore pris de décision sur le voile pour enflammer et maintenir cette peur, en plus du capital politique bénéfique aux partis politiques. Juste à voir comment les politiciens utilisent cette salade à toutes les sauces devrait soulever le doute dans toute personne critique et perspicace. C'est un problème créé de toutes pièces, c'est une technique typique qu'on appelle problème, réaction, solution. On crée un problème, crée de toutes pièces, il n'y avait pas de problème avant, mais on en invente un. On connaît déjà la réaction du public, puis on va arriver avec la solution. Votez pour nous. Ça marche. Évidemment, avec toute cette propagande, le Québécois moyen finit par regarder les musulmans de travers. Il ne peut pas voir un humain en lui, parce qu'on a pris soin de ne jamais montrer ce côté humain aux Québécois. Il voit un terroriste qui vient poser sa loi au Québec, alors que personne n'est capable de nommer un musulman qui a fait des requêtes arrogantes comme on le prétend. Le jour où un vrai musulman dépose la requête d'imposer sa loi au Québec, nous n'aurons pas seulement son nom, mais nous le verrons en boucle à la télé, à tous les postes. On le verra aux nouvelles du matin, du midi puis du soir. Il sera en première page des journaux. Vous n'avez jamais vu un tel musulman parce qu'il n'existe pas. Il est possible qu'un Québécois arrogant agisse à Cuba comme s'il était chez lui. Je sais, je l'ai vu. Pensez-vous que les Cubains ont généralisé que tous les Québécois étaient aussi arrogants? Mais non, pas plus que le Québécois l'aurait fait aux musulmans avant le 11 septembre 2001. Croyez-vous que cette attitude aide les musulmans à s'intégrer? Il y a une guerre qui est maintenue depuis plus de 60 ans. C'est le génocide d'Israël contre la Palestine. L'agresseur est sans équivoque Israël. OK? C'est pas la Palestine qui s'est en allée voir les Juifs n'importe où dans le monde les attaquer. Non, non. C'est des Juifs qui sont débarqués en Palestine, puis depuis 60 ans qui les bombardent, puis qui leur prennent du territoire, volent leurs ressources. C'est ça la vérité, là. L'agresseur, c'est Israël. La Palestine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se défend. Ben, elle essaye de se défendre. Elle a des roches, par exemple. Elle se bat contre des chars d'assaut puis des bombes nucléaires. Mais bon. À ce que je sache, aucun pays musulman n'a conquis un autre pays depuis plus d'1 siècle.
C'est pas trop agressif, ça. Tu sais, je sais bien qu'on veut peindre les musulmans contre les méchants, là, mais regardez la map du monde, regardez l'histoire, c'est pas eux les méchants, c'est pas eux qui bombardent tout le monde, c'est plutôt nous. Mais Israël a pris presque tout le territoire palestinien, et ce, par les armes. C'est clair qui est le méchant. Cette nation de 8 millions d'habitants est une des 10 plus grandes puissances militaires au monde, peut-être même 5 en tenant compte de sa haute technologie. Elle serait plus armée que l'Angleterre. Anyway, on peut discuter parce que bien des façons de mesurer ça. Rien n'empêche que pour un pays de 8 millions d'habitants, ils sont assez redoutables militairement. La vaste majorité de leur arsenal est offensif, comme des bombes nucléaires. Les victimes sont les pères, les mères et leurs enfants arabes, et souvent musulmans des pays limitrophes. C'est encore une inversion totale de la vérité ou de la réalité, de peindre les musulmans comme les bourreaux et les juifs comme des victimes. C'est comme s'il y avait des brigands qui rentraient dans ma maison, puis que là, j'essayais de les sortir de chez nous, puis vous m'accusiez d'être le violent, d'être l'agresseur. C'est complètement fou, là. Et pourtant, parle-t-on de la crainte de l'invasion juive au Québec? Les gens ont-ils peur de voir les zionistes prendre contrôle du gouvernement canadien au point de le faire voter pro-Israël à l'ONU pour toujours bloquer la Palestine? Les gens n'ont pas peur de ça. Pourquoi? Pourtant, c'est vrai au moins ça. C'est pas une peur inventée, ça c'est vrai. Les gens parlent pas, on n'a pas peur, les médias parlent pas de ça. Ont-ils peur de voir leur nourriture devenir cachère partout ou de payer une taxe cachère cachée sur tous nos aliments? Ont-ils peur de voir leurs enfants se faire enseigner par un juif qui porte la kippa? Pourtant, cette peur serait beaucoup plus justifiée que celle du voile. Premièrement, parce que c'est vrai au moins. Il y en a des juifs qui nous enseignent la calotte, là. Nos dirigeants veulent un problème avec les musulmans. Ils veulent pas des solutions. C'est pour ça que ça fait plus que 12 ans que ça dure. De quoi a-t-on peur? Pour moi qui aime l'histoire, hostie que je trouve que la propagande manque d'originalité. Ce que les gens manipulés par les médias de masse ne réalisent pas est que si le problème était les religions au Québec, la propagande serait destinée contre toutes les religions, incluant les Juifs, comme je viens de parler. Mais non! Elle est strictement orientée contre l'islam, et ce, depuis le 11 septembre 2001. Personne ne parle contre les bouddhistes, pourtant ils portent une robe. Anyway. Les Québécois ignorent presque tout de cette culture musulmane. Et comme l'ignorance engendre la peur, on maintient l'ignorance. Pour garder la peur, garder le contrôle. Ça fait 13 ans que la propagande bat son plein. Si on avait pris ne serait-ce que 10% du temps d'antenne pour la propagande, pour le remplacer par des cours d'introduction à la culture musulmane, nous remplacerions l'ignorance, et donc la peur, par la connaissance, et ainsi la sécurité et l'acceptation. Mais ça, c'est pas utile pour faire la guerre. Mais combien bénéfique pour vivre en harmonie? Je ne connais personne, et je dis bien personne, qui a lu le Coran dans sa langue originale, sans interprétation, parce que quand on traduit ça dans une autre langue, 2 siècles plus tard, là, c'est 2000 ans plus tard, c'est sûr que ça se ressemble plus. Mais je connais personne qui l'a lu le Coran dans sa langue originale, puis qui est haineux envers l'islam et les musulmans, ou qui les rejette, ou... Personne! C'est assez révélateur, non? C'est la preuve irréfutable pour moi que c'est l'ignorance qui engendre la peur et qui s'exprime souvent en haine. Un des grands problèmes qui entrave les liens entre les Québécois non musulmans et les Québécois de religion musulmane est l'image de ces derniers qui est véhiculée dans la société. Ben trop d'amalgames, de préjugés et de raccourcis circulent à leurs propos et provoquent chez eux une réaction de repli. Le pire obstacle à l'ouverture de l'autre est le stéréotype que la société d'accueil lui associe. Un discours simplificateur affirme que les musulmans du Québec ne s'intègrent pas à la société québécoise et rejettent les valeurs occidentales. Il faudrait donc soit les écarter, soit les assimiler. Et ces propos leur font peur, les poussent à s'éloigner ou à se replier. Ah, ben regarde donc ça, fait qu'eux aussi se mettent à avoir peur. Fait qu'eux aussi vont être divisés. Ben c'est génial, hein? On s'enligne pour un bon vote encore PQ-PLQ, les amis. Let's go! Une méconnaissance de l'islam persiste. Le présent et surtout le passé sont ignorés. Certains discours aux sources douteuses véhiculent les pires choses sur le compte des musulmans. La foi islamique, sa spiritualité, ses principes et son exigence
de justice et de paix sont peu connus. Or, la mauvaise compréhension entre les peuples crée une peur et une méfiance entre les gens. Il est difficile de vivre ensemble en s'ignorant. Le respect mutuel et la confiance, plus que la seule tolérance, demandent l'écoute de l'autre et une meilleure connaissance mutuelle. Le jour où les médias de masse vont travailler là-dessus, je vais commencer à reconnaître leur petit côté honorable qui n'existe pas encore. La majorité québécoise se réfère à une morale, à une culture et à une mentalité judéo-chrétienne. Cela est particulièrement sensible lorsqu'on étudie l'histoire de la science et de la culture. On passe de la Grèce à la Renaissance sans évoquer l'époque arabo-islamique. Les musulmans ne supportent pas d'entendre dire que l'Occident se résume à la Bible et au grec. Cette omission volontaire de la part de la civilisation islamique à la Renaissance et à la civilisation mondiale les met sur la touche. Dans cette optique, il faudrait revoir les livres d'histoire utilisés dans les écoles et changer l'attitude des institutions d'enseignement qui ne donnent qu'une information minimaliste sur l'islam, les musulmans et la civilisation arabo-islamique. Aucun pays à majorité musulmane n'a conquis d'autres nations depuis plus d'un siècle. Je me trompe? Pendant ce temps, le génocide israélien contre les Palestiniens dure depuis plus de 60 ans, et on ne compte plus le nombre de pays envahis par des pays chrétiens comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne et la France, pour ne citer que ceux-là. Ensemble, les Juifs et les chrétiens sont 2 fois moins nombreux que les musulmans et sont responsables pour toutes les invasions armées du siècle. Évidemment, évitons de se regarder dans le miroir. Les hindous, les taoïstes, les bouddhistes non plus n'ont pas envahi d'autres nations. De plus, les nations arabes et musulmanes sont les principales victimes de ces invasions chrétiennes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au lieu de pointer le cure-dent que l'autre a dans l'œil, admets donc le poteau de téléphone que tu as dans le tien. C'est pourquoi, si une société se met à penser, parler et agir comme si tous les musulmans étaient des méchants et les judéo-chrétiens des bons, je vais prendre la défense des musulmans. Non pas pour peindre les musulmans comme des êtres parfaits sans défaut, mais pour remettre l'équilibre dans nos pensées, paroles et actions. Ce qui est ironique est que prendre la défense des musulmans est si rare aujourd'hui dans cette société de diabolisation que plusieurs me voient comme forcément musulman moi-même ou avec un agenda caché, comme si c'était impossible d'être juste et pacifique aujourd'hui. Je dénonce toutes les injustices, pas seulement celles dirigées contre moi, mais contre tout le monde. Je dénonce tous les préjugés, pas seulement ceux contre moi, mais contre tout le monde. Je me porte toujours à la défense de ceux qui sont opprimés injustement, et particulièrement les sans défense, comme les enfants, les femmes et les animaux. Si j'avais été là en 1940, j'aurais dénoncé la diabolisation des Juifs. J'aurais reçu des commentaires haineux et insultants de la part des endoctrinés nazis, mais ça n'aurait rien changé à mon discours, exactement comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dénonce la diabolisation des musulmans. Je me porte à la défense du peuple palestinien, mais aussi du peuple juif, qui vit sur le territoire palestinien nommé Israël et qui doit vivre dans l'insécurité et la peur, maintenu par un régime sioniste colonisateur qui bénéficie tellement de la guerre et de la tension politique qu'il fait tout pour bloquer les initiatives de paix dans la région. Je me porte à la défense du peuple tibétain aussi. C'est pas parce que je suis bouddhiste, pas parce que je suis biaisé ou j'ai pas un agenda caché. Il est juste et honorable, d'après moi, de défendre les victimes de haine et de violence, peu importe leur religion ou culture. Si c'était les Tibétains qui étaient à Beijing en train de faire mal aux Chinois, je prendrais la défense des Chinois. Mais c'est les Chinois qui viennent faire mal aux Tibétains au Tibet. Encore là, c'est clair c'est qui l'agresseur. Je critique la politique sioniste en Israël, mais je me porte à la défense des Juifs lorsqu'on critique tous les citoyens d'Israël, puis qu'on fait des amalgames trop grands, puis qu'on essaie de tout mettre les gens dans le même panier. Parce que c'est juste pas correct de faire ça. Qu'on le fasse aux musulmans ou aux Juifs, c'est pas mieux, là. J'explique aux gens que seule une minorité de Juifs sionistes sont vraiment mal intentionnés et cruels. La vaste majorité sont victimes de leur gouvernement et leurs grandes entreprises, comme les Québécois. Ça fait pas de moi un gars biaisé pour lutter contre les préjugés, les stéréotypes et les injustices face aux Juifs. Après 20 ans, dans 28 pays, je ne suis plus Québécois catholique. Je ne me sens plus comme ça, en tout cas. Je suis un être humain. Ma nation, c'est Gaïa, la terre, et mon peuple, c'est l'humanité. Ma religion, elle n'a pas de nom autre que l'amour. Je reconnais le bon dans toutes les religions, tout en critiquant sévèrement toute forme de politique dominatrice et élitiste, même quand elle est religieuse. L'islam, comme le Vatican, est probablement infecté par des politiciens immoraux
mais ça ne justifiera jamais la déshumanisation des fidèles qui composent l'islam ou le christianisme. Les prédateurs visent toujours les proies faciles, et les petites gens sont des cibles faciles, comparés au pape et ses évêques. Mais ne soyez pas lâches. Ayez le courage et la dignité de viser les têtes. Soyez justiciers plutôt que prédateurs. Je ne connais personne qui a lu le Coran en arabe et qui critique sévèrement l'islam. Je connais personne non plus qui lit les écrits sanscrits et qui critique sévèrement le bouddhisme. Personne. Peut-être que c'est ça le problème. Manque de connaissances. Lorsqu'on prend le temps de lire les écrits religieux d'une autre culture, whatever, au complet, qu'on lit bien, dans sa langue originale, on se rend compte que, wow, c'est des beaux messages d'amour, de paix et de compassion. Évidemment, George Bush, il peut tourner ça comme un manuel de fabrication de bombes nucléaires. N'importe qui peut faire n'importe quoi avec n'importe quoi, mais ça change pas le message. La haine, la peur, les préjugés, les généralisations, etc. viennent de l'ignorance. L'ignorance engendre la peur, c'est bien connu. Et la peur et la haine sont intimement liées. On ne peut haïr que ce dont on a peur. C'est logique et vérifiable. Les politiciens utilisent leur peur pour contrôler. Tu sais ça, tout le monde sait ça. Est-ce surprenant qu'ils exploitent cette ignorance, cette peur des musulmans? Est-ce normal qu'on se laisse manipuler par ces anciennes méthodes de contrôle encore en 2014? D'après les études démographiques du Québec, les musulmans ont commencé à s'expatrier en masse vers chez nous quand nous avons commencé à saisir leurs ressources de pétrole par la guerre. Ils fuient la guerre et non l'islam. OK, réveillez-vous. Il y a des gens, j'ai vu des politiciens dire ça, des journalistes répéter ça aux nouvelles. Oh, ils s'en viennent au Canada. Voyez-vous, ils fuient l'islam. Ils fuient plutôt les bombes qu'on laisse tomber sur les femmes et les enfants là-bas avec l'argent de vos impôts, mes chers amis. C'est pourquoi l'immigration des Afghans en masse a commencé au début 2002, quelques mois après l'occupation illégale de l'OTAN dans leur pays. L'immigration libyenne de masse a commencé lors des bombardements. C'est toujours comme ça. Nous bombardons des populations civiles pour voler leurs ressources. La moindre des choses qu'on puisse faire est d'offrir aux riches citoyens de ces nations la chance d'immigrer chez nous. Avec toute leur richesse, bien sûr. Hein? Quel altruisme de notre part. On vous accepte, vous êtes bienvenus chez nous. Mais amenez tout votre argent, hein? Je dis les riches parce que les pauvres sont pas accueillis, eux. Oh oui, hein, le Canada, on se donne la bonne image qu'on accueille les gens. On accueille juste les riches. Les pauvres, là, ils vivent dans des camps de réfugiés, eux. Ceux qui sont pas riches, parce qu'il y en a, c'est vrai, il y en a quelques-uns, j'en ai rencontré des gens qui sont pas riches, mais qui ont eu la chance de rentrer au Canada à partir de ces pays-là. Et puis, quand on leur parle, on réalise qu'ils étaient pas riches, sauf que papa avait déjà travaillé pour le gouvernement, puis ils avaient un haut contact. Alors, quand t'es pas riche, au moins, t'as des bons contacts. Mais la plupart des pauvres n'ont ni l'argent, ni les contacts. Alors, eux sont sur des camps de réfugiés, puis le Canada, cette terre d'accueil tellement gentille, elle n'ouvre pas ses portes à ces gens-là. Après ça, si on les accueillait sans haine de propagande de guerre nécessaire aux guerres de pétrole, ben, ils s'adapteraient plus facilement. C'est certain. La peur de l'inconnu des Québécois, racistes, est la source de l'aversion dont ils sont victimes. Ils ne peuvent pas se sentir bienvenus. Puis les Québécois racistes, il faut faire attention. Souvent, quand on va regarder la définition de raciste, on parle de haine. Moi, j'irais pas si loin, là. Moi, je pense que la minute que tu traites l'autre comme différent à cause qu'il y a une différente couleur de peau, que tu traites tous les blancs d'une façon, mais tu traites le noir ou le chinois d'une autre façon, je trouve ça raciste. C'est pas de la haine, mais c'est raciste. C'est de la discrimination. OK? Fait que souvent, quand j'emploie raciste, c'est dans ce sens-là, là. Faut pas sauter dans les rhinos et dire, il me traite de haineux, je suis pas haineux, je les haïs pas, les musulmans. Non, non. T'es haïs pas, mais t'es ignorant, puis tu fais pas d'efforts pour apprendre à les connaître. Il y a pas, à date, souvent, j'ai des Québécois qui m'ont parlé, là, dans mes yeux, là, personnellement, là, puis on avait ces débats-là, puis ils me disaient qu'ils haïssaient les musulmans. Puis quand je leur disais, là, regarde-moi dans les yeux, puis réponds-moi honnêtement, t'en connais combien de musulmans? C'est jamais arrivé qu'il y en a un qui me dit, ben, j'en connais tant, 2, 3, 4. Non, non. Ils me répondent toutes. Il y a un gros silence souvent quand je dis ça parce qu'ils doivent réaliser que dans le fond, ils en connaissent pas, donc ils parlent carrément à travers leur chapeau. Tout ce qu'ils disent sur eux, c'est ce qu'ils ont entendu à la télé parce qu'ils en connaissent pas. Mais souvent, ils vont me répondre, j'en connais pas puis je veux pas en connaître. Et voilà. C'est cette fermeture d'esprit-là qui est à la source de ton ignorance, puis donc de ta peur et éventuellement de ta haine.
Ils ne peuvent pas se sentir bienvenus. Évidemment, certains d'entre eux deviennent récalcitrants à l'intégration. À qui la faute? Cessons d'avoir peur, comme des poules mouillées. Un petit effort. Je m'adresse aux plus courageux d'entre vous, les autres sont sans espoir. Petite anecdote. C'est pour faire une comparaison avec le voile. C'est pas un exemple parfait. Faites juste le regarder dans là où ça fonctionne, la comparaison. Il y a des zones d'ombre, mais c'est une petite comparaison pour essayer de vous faire comprendre quelque chose. En Amérique latine, les hommes portent le pantalon. Ils ne portent jamais de shorts. J'aurais dû me plier à leur coutume. Je suis dans leur pays. Mais il fait 40 degrés Celsius. Oublie les pantalons, là. Alors je mettais des shorts sans me préoccuper de la culture de mes hôtes. Ça ne me dérange pas qu'ils portent le pantalon. Mais j'ose espérer qu'ils ne m'imposeront pas, qu'ils vont pas me l'imposer à moi, même si c'est contre leurs principes, c'est vivre et laisser vivre, s'il vous plaît. Et tu sais quoi? Je suis convaincu que si le gouvernement latino voulait nous voler notre sirop d'érable, il aurait utilisé mon exemple pour ternir la réputation de tous les Québécois et justifier une intervention militaire au Québec, puis le vol de nos ressources. Mais non, le gouvernement ne convoite pas notre sirop d'érable, alors je vivais en shorts, sans problème, et on parlait pas de l'arrogant Peter Moore nouvelle qui vient en Amérique latine pour imposer sa charia des shorts. Tu crois que les Latinos me haïssaient pour ne pas m'habiller comme eux? Tu crois qu'ils m'accusaient de ne pas vouloir m'intégrer? Tu crois qu'ils m'accusaient de vouloir imposer ma culture? Tu crois qu'ils se sont mis à craindre que tous les hommes porteraient des shorts sous peu? Tu crois qu'ils se sont mis à craindre que le Québec envahirait leur pays? Tu crois qu'ils craignaient qu'un jour leurs enfants se fassent éduquer par un prof mâle en shorts? Évidemment que non, non, non et non. Mais je te jure que si les Latinos voulaient nous voler notre sirop d'érable, le Québec et sa culture seraient devenus une menace. La télé aurait instauré la peur du Québécois et de ses shorts. Les soldats latinos auraient éventuellement tué des Québécois sans remords pour avoir osé tenter d'imposer leur culture du short à l'Amérique latine. Surtout si un politicien déposait une demande officielle pour que seuls les hommes en short puissent aller à la plage. Peu importe que ce soit un politicien mexicain, colombien, vénézuélien, peu importe. Là. Les gens vont conclure que c'est Peter Moore qui veut avoir la plage à lui tout seul en short. C'est ça qui va arriver. Je n'en reviens pas que ces manigances, vieilles comme la lune, fonctionnent encore aujourd'hui. Sur une population éduquée comme le Québec en plus. Avez-vous déjà remarqué le pourcentage des hommes et femmes dans un bar de quartier défavorisé qui tiennent le discours islamophobe? C'est élevé. Ça se compare pas du tout. Quand on arrive sur un campus universitaire, le ratio est complètement inversé. Puis c'est partout pareil dans le monde. Les gens qui appellent à ne pas tomber dans le racisme, dans les préjugés, les stéréotypes, c'est la classe la plus éduquée. C'est les Martin Luther King, les Noam Chomsky, les Gandhi. Puis les gens qui sont les plus haineux, les plus racistes, sont ceux qui se laissent entourlouper par la propagande anti-l'islam. Sont presque toujours des gens avec un secondaire non terminé. C'est un fait incontestable. Ça ne veut pas dire que je juge les gens moins éduqués. Einstein n'a pas fini son secondaire. Mais Einstein a continué de s'éduquer de façon autodidacte. Il n'a pas arrêté de lire, là. Il n'a pas arrêté de s'instruire quand il est sorti de l'école. Alors il prenait la défense des Juifs et des Alliés. Il était clair pour lui que les méchants agresseurs étaient les Allemands. Comme il est clair pour moi aujourd'hui que les méchants agresseurs sont les États-Unis et Israël. Mais sans avoir fini son secondaire, même sans avoir fini son secondaire, un être bien intentionné peut prendre un livre sur la propagande, le comprendre et ne plus se faire manipuler par celle-ci, ou prendre un livre sur le racisme, sur la xénophobie, sur les stéréotypes. N'importe qui peut faire ça. Alors, je suis pas en train de dire que si t'as pas fini ton secondaire, t'as pas de chance, tu vas toujours être raciste. Non, non, non. Je fais juste soulever le fait que, avec l'ignorance vient la peur et la haine, puis avec les connaissances, avec l'instruction, avec l'éducation, vient la tolérance puis l'acceptation. C'est juste ça que je veux dire. Alors, c'est dommage, mais si vous êtes éduqué, instruit, vous avez un diplôme universitaire, puis que vous vous retrouvez à prendre l'opinion des gens de bord, de coin de ville défavorisés, il y a quelque chose qui marche pas. Ne jouez pas le jeu que ces menteurs de politiciens vous attirent à jouer. Nous allons tout perdre. Ils seront les seuls gagnants. Joignez-vous à nous.
Essayez de vous unir avec les peuples qu'on vous dit qui sont vos ennemis. On va faire une grosse gang de 21% de gens allumés, puis on va choisir un nouveau gouvernement qui va prendre l'argent qu'il met dans la guerre, puis dans le bombardement de femmes et d'enfants dans les pays musulmans, puis on va mettre ça pour prendre soin de nos personnes âgées, nos personnes malades, puis notre système d'éducation au Québec, pour éviter que les gens deviennent encore aussi ignorants dans le futur, puis aussi facilement manipulables par de la propagande bas de classe, puis des médias de masse pourris. Gloire à la résistance. They run by, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand were made strong by the hands of the Almighty. We're forward in this generation, triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom, was all I've ever had. Redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I've ever had. Redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I've ever had. Redemption song, redemption song. These songs of freedom, another song